Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui nous suivent tout au long de cette journée, la journée du retail. Aujourd'hui et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Canovet, Product Manager et projets digitaux chez Eloquent, et son invité Mathéo Leroy, chef de projet relations clients chez Matériel.net, sur une prise de parole intitulée « Repenser ses canaux d'interaction pour réduire l'effort client ». Frédéric, pardon, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci Edouard. Aujourd'hui en fait on a prévu une session qui va être j'espère intéressante pour vous, donc avec Mathéo Leroy de Matériel.net. Alors ce que je vous propose c'est qu'on fasse un très rapide tour de table. Alors Mathéo, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, je suis chef de projet pour la relation client Matériel.net. Je fais partie de l'entreprise depuis 2009. J'ai été conseiller technique, responsable de la relation client et pour finir chef de projet du coup depuis je pense 6 ans maintenant. Et du coup je m'occupe du choix des outils, du parcours client et de choses un petit peu plus transverses dans le groupe LDLC, puisque maintenant Matériel.net fait partie du groupe LDLC et j'interviens sur divers projets en fonction des besoins. Merci Mathéo. Donc moi je suis Frédéric Canavet, je suis Product Manager pour l'offre Boat et je m'occupe également des projets digitaux chez Eloquent. Alors Matériel.net, vous l'avez dit il y a quelques secondes, c'est un acteur historique du web. Alors quelques mots sur Matériel.net pour ceux qui ne connaisseraient pas par exemple. Nous sommes un site de vente en ligne de produits high-tech. Nous avons une vingtaine d'années maintenant. Nous faisons partie du groupe LDLC, donc qui regroupe plusieurs sites de vente high-tech pour le coup. On est capable d'expédier dans toute la France produits, ça va de l'ordinateur jusqu'à la télévision, la hi-fi, etc. Et nous avons, en plus de la vente, capacité à récupérer les produits pour faire du service après-vente. Et nous avons aussi 9 boutiques dans toute la France. Donc pareil, point de conseil, vente de produits high-tech directement physique. D'accord, donc vous êtes 130 salariés et une Oui. petite dizaine de personnes, je crois, au service client, une quinzaine de personnes. Alors au service client, on est une vingtaine de personnes. Effectivement, quand on dit une centaine de salariés, c'est pour l'enseigne Matériel.net en elle-même, puisque dans le groupe, on est plus proche du millier que de la centaine pour le coup. Merci pour toutes ces précisions. Alors, Eloquent, si vous ne nous connaissez pas, on est expert européen de la relation client depuis 2001. Donc, en fait, on a à peu près 300 clients actifs en Europe et on gère 450 millions d'interactions. Alors, interactions, ça peut être du téléphone, ça peut être du mail, du chat, etc. Et on envoie chaque année 150 millions d'enquêtes de satisfaction par an. Donc, si jamais vous visitez une boutique Orange, SFR, etc., vous avez sans doute déjà reçu un SMS de notre part. Donc, Eloquent, comme je disais, est spécialiste du centre de contact et d'enquête de satisfaction, nos deux cœurs de métier. Donc, bien entendu, le centre de contact multicanal qui est actuellement utilisé par Matériel.net, surtout au niveau de la téléphonie, on en parlera tout à l'heure. Mais on propose également toutes sortes de services, comme par exemple du chatbot, du callbot, du chat, de la gestion des emails, etc., etc. Donc, un centre de contact multicanal. Et notre deuxième métier, c'est la solution de mesure de la satisfaction client. Donc, l'enquête de satisfaction multicanaux, email, SMS, voix. Et bien entendu, on fait aussi de la publication d'avis et du monitoring du parcours client, le tout lié à des solutions d'analyse sémantique. Voilà, donc c'était la petite partie présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à un premier sondage. Edouard, on va déjà voir ici parmi la trentaine de personnes qui sont présentes qui mesurent l'effort client actuellement. Donc vous avez ici le sondage qui apparaît, donc n'hésitez pas à répondre, puisque mesurer l'effort client, c'est pas forcément quelque chose qui est encore mené par beaucoup d'entreprises. N'hésitez pas à nous dire qui le fait, puis je vais après vous donner les résultats juste après. Alors justement, là, pendant que les premières réponses arrivent, ce que j'aimerais bien savoir, c'est voilà, qu'est-ce que vous souhaitez également connaître lors de ce programme-là. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Là, il y a eu 3-4 réponses qui arrivent déjà sur le sondage. 4 personnes qui disent qu'ils mesurent l'effort client, donc c'est très bien. Donc on verra avec Mathéo les points suivants.
comment choisir ses priorités. Alors justement, quand on est une entreprise, 130 personnes, 15-20 personnes au service client, comment on fait pour choisir ses priorités? Et on verra 4 priorités qui ont été faites par Matériel.net, la FAQ, le téléphone, le centre de contact, le site internet et qu'est-ce que vous avez pris comme décision et avec quelques exemples. On parlera également de l'effort collaborateur parce qu'on parle souvent d'effort client, mais c'est aussi lié à l'effort collaborateur. Et aussi, on fera un petit focus à la fin, si on a un petit peu de temps, de l'importance des avis clients. N'hésitez pas également durant la session à poser vos questions. On est vraiment à votre disposition et je prendrai peut-être 5 minutes au milieu de la session et puis ensuite on se prendra à la fin également du temps pour la session de questions-réponses. Et après, en fait, tout simplement, on se verra juste derrière pour une petite session VIP dans l'espace networking où vous pourrez poser vos questions en direct en one-to-one, vous serez même en live et vous pourrez poser des questions en live à Mathéo et à moi-même. Voilà, donc ça c'est le sommet le sommaire de cette intervention. Déjà, je ferai une petite chose. Matériel.net, on l'a vu, c'est vraiment un des leaders historiques de la vente informatique sur Internet. On sait que vous devez être imaginatif parce que vous n'avez pas forcément les moyens de très très grandes entreprises, mais vous arrivez à faire des super résultats. Donc ma première question, ça sera comment vous faites pour arriver justement à réduire l'effort client et faire en sorte que la multiplication du nombre de commandes clients soit pas en fait une multiplication du nombre de contacts. Et on l'a vu avec ces périodes de confinement, de reconfinement, comment ça se passe. Alors, dites-nous un petit peu comment vous faites et faire en sorte que le fait de réduire l'effort client va permettre d'améliorer la satisfaction et soulager également le service client. Le point d'entrée en général pour nous contacter, c'est le site internet. Le client va chercher quel est notre numéro de téléphone, notre adresse mail, ou est-ce qu'il y a du chat, enfin peu importe. En fait, c'est à cet endroit-là qu'il faut commencer à essayer de lui apporter des réponses, on va dire, des réponses aux questions qu'il cherche sans pour autant qu'il ait à nous contacter. C'est probablement ce point-là le plus important. La difficulté qu'on a à faire ça, c'est que en fait, on a plutôt tendance à expliquer sur le site internet comment l'entreprise fonctionne en elle-même, mais on ne se pose pas vraiment la question de savoir quelle est celle du client. Ce qui fait que il va avoir un petit peu de mal à trouver une réponse à sa question si on commence à lui expliquer la totalité du fonctionnement de l'entreprise, voire même on essaye de le router vers le bon service en lui demandant quel service il essaye de joindre plutôt qu'en s'occupant de savoir quelle est réellement sa question. C'est probablement ça la plus grande difficulté. C'est le projet qu'on a mené sur la FAQ. Parce que premier confinement, on a été extrêmement sollicité. On a essayé justement de la mettre un peu plus en avant et on s'est aperçu qu'en réalité, elle était trop compliquée, elle répondait à des choses qui n'étaient pas nécessairement des préoccupations. Donc, on a été obligé de la revoir en entier. Et je pense que c'est la première chose, en fait. Dès lors que en tout cas quand on est sur le net, quand vous voulez améliorer ça et vous dire qu'effectivement, à chaque question client, il n'y a pas nécessité d'avoir un contact et donc du coup, il faut essayer de lui donner les bonnes réponses, c'est de regarder comment est faite la page de garde et de voir comment est-ce que le client est capable de trouver votre numéro de téléphone, par exemple. C'est vrai que si vous l'affichez si vous affichez de but en blanc tous vos points de contact sans lui permettre même de se poser les questions, il va peut-être pas voir tout simplement qu'il y a déjà une FAQ en place ou qu'il y a qu'il peut avoir des réponses à ces questions, en tout cas. Ouais. Donc, vous m'avez dit aussi que de temps en temps, quand vous aviez des incidents ou quand il y avait des événements, comme on l'a vu le premier confinement, vous faisiez du post-mortem, vérifier d'où ça venait. Et donc, faut accepter, prendre le temps de faire ces analyses post-incident ou post-problème pour trouver les solutions. Oui, c'est important parce que on a un peu tendance à passer dessus et à se dire que les incidents se reproduiront pas. Ça, c'est une petite erreur, malheureusement. Et du coup, c'est important. Alors, je pense pour tous les projets, ceci étant, pas que pour les contacts clients, mais de manière générale, quand on fait un projet, de se dire que c'est pas grave de l'avoir raté, et de peut-être ne pas faire de chasse aux sorcières à l'intérieur de l'entreprise, mais d'essayer justement de comprendre pourquoi ça n'a pas
ça n'a pas été comme il faut, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Nous, en l'occurrence, premier confinement, pourquoi on fait plus 100, 150, 200, 250% de contact? Comment c'est possible Enfin, qu'est-ce qui a fait que ça a généré ça et du coup d'essayer de trouver des solutions plutôt que de se dire ça n'arrivera plus jamais et tant pis, on passe à autre chose. Et c'est valable, je pense, pour un peu tous les projets d'ailleurs. Ouais. L'autre point que vous m'aviez dit, c'était, et c'est ce qu'on a évoqué là déjà maintenant, c'est qu'il faut se mettre absolument à la place du À la client. place du client. Et vous m'aviez donné un exemple assez simple. Parfois, on essaye d'être trop pédagogue alors que ce n'est pas nécessaire. Et on parlait par exemple des plafonds de paiement. Alors justement, ça c'était un exemple assez intéressant. Vous avez voulu faire de l'éducation et expliquer les choses et finalement, c'était peut-être pas le meilleur choix, c'est ça? Oui, le site a été refait en 2018. Oui, en 2018. Et notre précédent site était très, très, très explicatif. On était capable de, je pense un peu mieux que votre banquier d'ailleurs, de vous expliquer comment fonctionnait votre compte bancaire, votre carte bancaire, vos différents plafonds de dépenses, et surtout sur Internet, ce qui est quand même quelque chose d'un peu différent du physique. Et vu qu'on avait acquis cette connaissance-là, on se disait que c'était bien d'éduquer nos clients pour plus qu'ils n'aient à nous contacter sur ces sujets-là. Sauf qu'en réalité, quand on reçoit un message relatif à un problème bancaire, je suis pas sûr que les clients soient à même de vouloir vraiment comprendre, mais ils cherchent plutôt à essayer de résoudre le problème et à être rassurés sur le fait qu'on n'est pas en train de frauder, qu'il n'y a pas un souci un peu plus grave que juste un plafond qui a été dépassé. Et en fait, de toute façon, la réponse pour un plafond dépassé notamment étant toujours soit attendez un petit peu, soit contactez votre conseiller bancaire. Donc lui expliquer la totalité. On s'est aperçu que finalement, ça n'avait pas grand intérêt et dans certaines étapes, et le paiement c'est très vrai pour ça, ils n'ont pas forcément envie d'avoir le détail total. Ça les intéresse pas vraiment, ils veulent une résolution de leurs problèmes. On va dire que c'est différent d'expliquer le fonctionnement d'un produit technique qu'ils sont en train d'acheter, où là effectivement c'est très bien d'aller dans le détail. Maintenant, les moyens de paiement. Il faut pas faire de la surqualité. Il faut se mettre à la place du client, mais attention à la surqualité, il faut être efficace. Alors, d'autant plus qu'il n'en veut pas. C'est ça qui est important, c'est que je pense que les conseillers, comme potentiellement une FAQ d'ailleurs, doit pouvoir être très très complet et maîtriser son sujet, mais doit pouvoir avoir soit du résumé en amont, soit des pages beaucoup plus simples pour une réponse rapide en fait. Alors, il y a aussi un autre point qu'on avait évoqué, une tendance qu'on voit de plus en plus dans les sites internet, c'est de masquer en fait les coordonnées et de se dire bah voilà, le numéro de téléphone, il est 5-6 clics derrière et sur certains sites web, c'est vraiment un jeu et puis ça énerve le client en tant que client final. Vous au contraire sur matériel.net, vous dites non, il faut pas faire ça. Vous laissez en fait les deux choix en fait. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est cette philosophie de guider le client? En fait, dans l'idée, alors c'est encore le cas à l'heure actuelle avec la nouvelle FAQ, on n'ira peut-être plus jusque-là, mais notre numéro de téléphone est carrément sur la page d'accueil du front office pour que le client y accède très facilement. Alors quand nous sommes ouverts, quand nous sommes fermés, nous le cachons. C'est un peu ça la philosophie justement, c'est d'essayer d'éviter de lui donner des informations qui sont inutiles ou erronées. Là, pour le coup du téléphone, notre service étant fermé, c'est un peu dommage de lui demander de faire un numéro qui n'aboutira à rien. Et l'idée de la nouvelle FAQ est effectivement de continuer à faire ça, mais de mettre d'abord la FAQ en avant sur la page de contact en disant au client, voilà, vous pouvez nous contacter, vous devez juste nous dire sur quelle grande famille vous essayez de nous contacter pour qu'on vous donne le numéro du service le plus adapté. Parce qu'effectivement, sinon, vous allez faire un choix très général et vous n'allez sûrement pas tomber sur le bon conseiller. Donc ça, c'est important justement d'essayer de lui expliquer un peu pourquoi on le force quand même à faire un premier choix avant. Mais une fois qu'il a fait ce premier choix, on va lui mettre d'un côté la FAQ en lui disant, voilà, est-ce que votre question concerne ces sujets-là? Et si vous voulez avoir réponse, peut-être que ce serait intéressant de cliquer sur le lien, ça va aller sûrement plus vite que d'essayer de nous appeler. Mais de l'autre côté, vous avez directement, voilà la page du service que vous essayez de joindre. Si vous cliquez dessus, vous avez toutes les coordonnées. Puis là, c'est les slides qu'on verra peut-être un petit peu plus loin, mais on va donner au client le numéro de téléphone, quel est le choix à faire sur le serveur vocal pour arriver directement au bon service sans forcément avoir à écouter tout le déroulé.
quels sont les horaires d'ouverture, etc., etc. Ouais, vous nous aviez dit que si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Si on sait que le client cherche à vous contacter, bah finalement, il arrivera parce qu'il y a les numéros sur le service client En fait, c'est et il ça. y a les avis négatifs. Ça, vous avez constaté qu'il faut surtout pas Oui. masquer. En fait, masquer, c'est de moins en moins intelligent, on va dire, parce que en réalité, le premier moyen de trouver un numéro de téléphone actuellement, c'est de taper le contact, le nom de la société sur Google ou ce genre de choses. Et maintenant, vu que sur le côté droit, en général, des résultats de recherche, vous avez un petit encart de l'entreprise avec les numéros de téléphone. Si vous ne l'affichez pas clairement, en fait, vous n'allez pas, comment dire, baliser le parcours client, il ne va pas arriver au bon endroit. Parce que potentiellement, ben, le numéro de téléphone, j'ai pas fait l'essai, mais le numéro de téléphone qui pourrait s'afficher sur Google pourrait très bien être le numéro de mon siège. Sauf que le numéro de mon siège, c'est pas du tout le numéro de ma relation client. Je sais qu'on a eu quelques soucis de cet ordre-là à un moment d'ailleurs. Donc c'est assez important justement de donner le point de contact qui vous intéresse à votre client. Et si jamais vous ne le donnez pas tout de suite, c'est de lui expliquer pourquoi vous le faites. Là, effectivement, nous, on lui demande de qualifier sa demande pour lui donner la bonne information. On ne veut pas le cacher, on veut juste qu'il arrive au bon endroit, ce qui est très différent. Effectivement, là, sur l'écran que vous voyez, en plus, en premier lieu, pour les cas extrêmes, donc là, c'est pas le site actuel, hein, mais c'est plutôt le travail qu'on est en train de mener dessus. Mais on a en premier lieu des gros boutons de couleur qui ressortent très bien avec des titres très lisibles qui doivent pas être très très longs et qui disent voilà, on a un souci particulier. Je peux vous prendre plusieurs exemples, mais une grève dans les transports déclenche énormément de contacts. Chez nous, la sortie de produits qui sont extrêmement demandés dès le démarrage. Alors, ce qui vous parlera probablement le plus, ça va être la PlayStation 5, par exemple, ce genre de choses. Là, on a eu des cartes graphiques, ça a été extrêmement compliqué. Et puis, le plus emblématique de l'année dernière, premier confinement. En fait, si on met ça, on laisse la possibilité au client de cliquer sur le lien et d'avoir des informations. Et l'avantage aussi, c'est que ces informations sont complètes, probablement un peu plus que ce que le client va se demander, par exemple sur le Covid, parce que ça avait fait ça avait eu beaucoup d'impact. Mais du coup, il va peut-être se poser une question sur sa commande, mais là, on va lui expliquer aussi que nos boutiques restent ouvertes. Donc, il ne va pas juste se demander si on est capable d'expédier, mais il va aussi savoir il va pouvoir aller la récupérer, etc., etc. Ça permet de désengorger le service client tout en donnant une information qui est bien cadrée au client et puis du coup d'éviter le stress des équipes, d'avoir un client qui est capable de se rassurer. Il n'y a rien de pire que c'est exactement le cas des annonces gouvernementales, elles se passent à 20h, nous on n'est pas là. On ne peut pas leur répondre derrière, sauf que si on est déjà sur le site à préparer les pages, potentiellement il aura l'information avant 9h le lendemain matin et le besoin de nous contacter. Donc, ce qu'on a retenu, c'est il ne faut pas masquer ses numéros de téléphone. Par contre, il faut filtrer en amont avec une FAQ qui permettra d'inciter les gens qui le souhaitent et qui n'ont pas déjà recherché l'information d'aller faire un premier filtre. Ensuite, donner ses coordonnées et en amont, de toute façon, sur la page FAQ, aide, etc. Anticiper les choses en mettant les fameux gros boutons avec les thématiques du moment et ensuite les questions. Et je crois que vous êtes même allé plus loin en pouvant faire de la FAQ dynamique, en permettant, selon le produit disposé et acheté, d'avoir une FAQ qui va s'adapter. Alors, la FAQ dynamique, elle est sur plusieurs points. Et le moteur de recherche est branché dessus. C'est pareil, c'est quelque chose dans la mise en place. Il ne faut pas forcément chercher à être parfait. On n'avance pas très vite, mais ça réagit aux mots-clés du titre, on va dire. Donc, on s'arrange pour faire des titres qui utilisent des mots-clés que les clients utilisent beaucoup en attendant d'avoir une recherche complète. Mais c'est assez important. Et effectivement, quand on a, c'est le deuxième bouton, là, effectivement, quand on a un souci sur un produit en particulier, c'est effectivement de mettre en avant assez rapidement les informations pour que les clients puissent s'en sortir. Effectivement, après, sur les fiches produits, on peut pousser de l'information issue de notre CMS, là, pour le coup, où du coup, ça va être très spécifique au produit en question. Ce qui est aussi assez intéressant sur pas forcément des grandes nouveautés, mais des produits à flux extrêmement tendus. Il nous arrive de vendre des produits où
pour être honnête, on est capable d'attendre l'approvisionnement pendant plus de 6 mois. Donc, c'est bien de pouvoir l'expliquer au client sans forcément qu'il ait besoin de nous contacter toutes les semaines. D'accord. Alors là, on a vu la première partie sur la téléphonie, sur la FAQ. Maintenant, on va passer au deuxième point, un point de contact qui est assez important, c'est la téléphonie. Vous nous l'avez dit en préparation, lorsque la personne, en fait, elle va appeler le service client, c'est que généralement, il y a un problème véritablement important et urgent. Et le téléphone doit aussi réduire l'effort du client et faire en sorte qu'on évite de lui demander 50 000 choses. Alors, comment ça se passe un petit peu chez Matériel.net et qu'est-ce que vous avez optimisé? Alors, ce qu'on a toujours voulu, ça c'est depuis la création de l'entreprise, je pense, c'est qu'il y a un numéro de téléphone et un seul niveau de choix. En gros, vous appelez, vous avez un petit texte explicatif qui dure une vingtaine de secondes. Une fois que vous avez fait le choix, vous êtes sur une file et il y a un conseiller qui va vous répondre. Donc, on n'est pas... Quand bien même derrière, il y a plusieurs services, ça peut être un petit peu compliqué. On ne va pas forcément demander plus que ça au client. Là où effectivement, on peut voir des fois, saisissez un numéro de commande, quel est votre département, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu faire. Parce que voilà, c'est une volonté de dimensionner les équipes pour être capable de gérer le flux sans forcément demander aux clients énormément de choses. Ce qui est important, je pense, quand on fait ça, c'est qu'il faut que les équipes, par contre, puissent assez rapidement avoir les informations de qui appelle, pourquoi il appelle. Et c'est pour ça que, en fait, quand le client appelle le serveur vocal, donc qui est chez Eloquent, le conseiller, avant de décrocher, donc au moment où son téléphone sonne, va avoir des informations qui vont lui arriver. Donc, on a un numéro de Eloquent nous communique un numéro de téléphone plus le choix du client, ce qui nous permet déjà de regarder un petit peu qui il appelle, parce qu'on gère plusieurs services, on ne gère pas que Matériel.net, donc c'est aussi important quand on est multimarque de savoir à quelle marque il appelle pour pouvoir se présenter correctement. Oui, voilà, c'est ce que vous voyez là. Et en fait, le numéro de téléphone est à l'heure actuelle un lien qui envoie vers l'ERP et qui permet du coup d'essayer d'identifier le client directement dans notre système. Et l'avantage, c'est que notre système est capable de montrer sur cette page, donc celle qui est juste après celle-ci, le client a-t-il une commande en cours, quel est son nom, son prénom, est-ce que c'est du B2B, est-ce que c'est du B2C, etc., etc. Ça, c'est la première étape. Et la prochaine, je pensais pouvoir vous la présenter pour la conférence, mais malheureusement, c'est pas terminé. C'est que, en fait, les informations vont s'afficher directement sur cette page-là pour le conseiller. En gros, l'idée étant de se dire que si un client vous contacte, il a forcément quelque chose en cours chez vous. Soit il vient de passer une commande, il y a un problème de paiement, il y a un problème de délai de préparation, d'approvisionnement, il y a un problème de livraison potentiellement, il a un dossier de SAV en cours, ou je le connais absolument pas, c'est un prospect. Donc du coup, on peut déjà se mettre dans une configuration pour être capable de lui répondre. La personne au bout du fil, c'est déjà à quoi s'en tenir, on va dire. Et la dernière étape sera normalement de supprimer carrément les choix en se disant que, en fait, quand on va faire des tests, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, ça va pas être parfait. Ouais, test and learn. Exactement. L'idée étant de se dire que, en fait, si on a le numéro de téléphone du client et que finalement, dans 90% des cas, on arrive à récupérer l'entité de ce pourquoi il nous appelle derrière sans même lui demander, en fait, parce que finalement, on voit qu'il a la commande en cours. En réalité, pourquoi lui demander de faire un choix de contacter le service après-vente quand on voit que il a un dossier SAV en cours? Ça n'a aucun sens. Ça réclame un petit peu de travail, mais je pense que ça peut se faire assez simplement finalement. Et puis quand on parle de réduction de l'effort aussi, ici dans le petit menu que vous avez créé et qu'il y a la téléphonie, c'est que vous pouvez faire du transfert d'appel bien sûr, mais aussi faire un petit j'ai un problème et alerter en fait l'administrateur qui est là pour aider les conseillers. Oui, c'est ça. On peut. Alors c'était pour compenser. On a eu des systèmes qui ont évolué aussi un peu depuis, mais effectivement, je veux transférer l'appel à un collègue, j'avais pas de moyen simple de pouvoir lui passer les informations. Là, en fait, je les note dans cette petite fenêtre-là, je sauvegarde, je fais le transfert, et en fait, la personne de l'autre côté va avoir toutes les informations. Ce qui est
pas forcément utile quand on n'est pas surchargé, parce qu'en fait, quand on fait le transfert, on a le collègue directement et du coup, on peut lui expliquer, même si ça fait perdre un petit peu de temps au client, mais c'est pas forcément gênant. Mais par contre, quand il n'y a pas de collègue de l'autre côté, qu'il faut remettre le client en attente, je peux plus passer les informations et vu que je ne sais pas à quel collègue je vais passer le client, j'ai absolument aucun moyen de savoir à qui la donner. Je mets ça dans le ticket, la personne du coup de l'autre côté qui décrochera peut-être après une minute d'attente aura ces informations-là. Et effectivement, après, l'autre souci qui est très lié pour moi au secteur de la téléphonie, c'est on est en liaison directe avec un client et on est en train de lui parler. Quand on a des problèmes, on ne peut pas mettre les choses en pause pour aller prévenir quelqu'un. La téléphonie, en plus, c'est un sujet assez compliqué parce que peut y avoir plein de causes potentielles de voix qui passent pas. Enfin, ça peut être lié à énormément de choses. Le conseiller ne sait pas vraiment pourquoi ni quel est Elle a raison. le degré d'importance de la problématique. Voilà. Et puis, en plus, alors encore plus en télétravail maintenant, où il ne sait pas si ses collègues sont touchés, etc., etc. Il saisit l'information là, on la récupère derrière. Il sait en fait qu'il y a deux, là, à l'heure actuelle, on est 2 personnes à recevoir ces informations-là. Il sait que de toute façon, quelqu'un a l'info et quelqu'un va traiter. Donc il peut continuer à faire son travail et à ne pas s'inquiéter de sonner l'alarme. Ce qui est aussi Un confort, oui, pour lui. un grand facteur de sérénité, oui, clairement. Alors, ce que j'aimais bien aussi, c'est que sur votre site internet, vous avez mis également un petit bar graphe là. Ce qui est intéressant, c'est que pour le service client, vous essayez vraiment d'humaniser et mettre même un petit peu d'humour, hein. Comme vous avez indiqué là, ils peuvent modifier votre commande plus vite que leur ombre. Donc en fait, c'est un moyen de rendre ce service client un peu moins stressant et un peu plus humain et un peu plus accessible, c'est ça? Oui, en fait, ça c'est alors la partie humour, c'est un petit peu différent. La partie humour vient de la Covid où les équipes étaient très stressées, les clients étaient très stressés. Et je me suis dit à l'époque, mais ce serait bien de détendre un petit peu l'atmosphère avant même de nous contacter pour que voilà ça marche pas dans 100% des cas, mais le client a un petit sourire avant de faire le numéro de téléphone. On essaye de pas l'embêter après en lui demandant 15 choix. Il y a des chances qu'il ait toujours un petit peu le sourire au moment où ça décroche. D'autant plus que vu qu'on affiche les prénoms, il va déjà être avec quelqu'un dont il a entendu parler quelque part. Donc c'est assez intéressant. Mais après, effectivement, ce bout de FAQ-là est totalement paramétrable et dynamique. En fait, on a les noms des conseillers. Comment dire, sur la page, en fait, il y a une espèce de petit encart, donc c'est sur un CMS interne, où on peut, même si on n'a pas de connaissances informatiques, remettre les bons noms des conseillers, dire que le service est ouvert de telle heure à telle heure, tel jour et tel jour, de rentrer des exceptions, parce qu'effectivement, le Black Friday, on est ouvert plus tard, par exemple, sans avoir à tout reprogrammer. Ce qui fait que là, une personne qui enfin, en gros, qui n'a pas peur d'un traitement de texte ou de taper quelque chose sur son ordinateur, peut ouvrir la page et la modifier sans vraiment aucun problème. Il n'y a pas de nécessité d'avoir De connaissances en de informatique. capacité en programmation pour le faire. D'accord. Alors justement, si après, si on parlait d'un autre point que vous avez modifié, c'est le site internet. Ça aussi, c'est un point de contact où on peut réduire l'effort client. Alors, on l'avait vu ensemble à matériel.net. Là, vous souhaitez internaliser tout le centre de contact, pas d'externalisation, même quand il y a des pics d'appel. Mais en revanche, en fait, vous êtes des experts, donc vous donnez des réponses d'experts, mais également vous donnez la parole aux clients, et ça, c'est quelque chose qui a de l'importance. Oui, les clients sont comment dire, on a souvent des clients qui sont plus experts que nous sur un domaine particulier. Et en fait, l'idée est sur ce système-là qui est pas de l'avis produit en lui-même, parce qu'on a aussi effectivement une note sur les produits comme beaucoup de sites internet. Les visiteurs, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir déjà passé commande, peuvent poser une question sur un produit donné. Et dans ces cas-là, on a 2 axes de réponse. On a en interne, puisqu'on valide les réponses. On valide les questions déjà pour commencer, et après on peut éventuellement apporter des réponses. Et de toute façon, en parallèle, on sollicite la communauté, déjà au travers de la page du produit, puisque du coup la question s'affiche, mais aussi dans un futur proche, parce que je crois que ça n'est pas encore fait, mais on va solliciter les clients qui ont déjà commandé ce produit-là pour voir s'ils sont capables de répondre. Et après, évidemment, il y a le jeu de modération pour corriger ou supprimer les choses qui n'ont rien à voir, mais effectivement, on va aller solliciter la communauté. Et
On est un site de vente en ligne, c'est-à-dire qu'on on a notre stock évidemment, mais on ne va pas déballer les produits pour aller donner des explications aux clients et puis après revendre des produits déballés, ça ne se fait pas. Donc du coup, pour certaines questions, on est à vrai dire, pas vraiment capable de répondre, puisqu'il faudrait tout déballer pour pouvoir répondre, voire tester le produit pendant quelques heures pour pouvoir Donc répondre aux ça clients. complète, Ce qui est ouais, ça extrêmement complète en difficile. fait l'expertise. Exactement. Et n'hésitez pas, comme ça réduit l'effort client. Si au lieu d'aller, comment dire, appeler parce qu'il trouve pas quelque chose dans son produit, il va directement trouver l'information dans dans son système. Alors, autre chose. Donc là, il nous reste une dizaine de minutes. Donc en fait, n'hésitez pas à poser vos questions. Après, on se retrouvera dans l'espace privé de chat pour avoir dans la salle privée, je vous en décris tout à l'heure. Parfois, en fait, il y a aussi des mauvaises idées, enfin des fausses bonnes idées. Par exemple, en fait, pour la gestion des emails, on parlait en fait que vous aviez fait des efforts, mais vous m'avez dit finalement les gens ne lisent plus l'email et c'est plus forcément l'optimisation d'email qu'il faut aller rechercher. Oui, c'est un peu comme la FAQ en fait. On a eu des soucis, alors, encore liés au Covid là pour le coup, mais des soucis de suivi colis ou de maintenant qu'on a effectivement des commandes qui peuvent partir de plusieurs dépôts, on a des mails d'envoi de colis qui sont multiples pour une seule commande. Et en fait, les clients nous demandaient toujours à la réception du premier mail, mais vous ne m'envoyez pas tout, ou à la réception du premier colis, mais où est le reste? Et on s'est dit, mais c'est bizarre, nos mails sont pas clairs. Donc on a fait pas mal de tests. On s'est aperçu que si, ils étaient assez clairs, mais qu'en fait, finalement, c'était pas ça qu'il fallait améliorer, puisque du coup, à un moment donné, ils n'étaient effectivement pas clairs, on les a corrigés. Mais en fait, effectivement, les clients ne les lisaient pas ou ne les lisaient pas jusqu'au bout, ils étaient trop longs. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc du coup, on est parti sur une autre piste en se disant, vu qu'ils ne lisent pas les messages, qui en plus, à l'heure actuelle, on est tellement sursollicité par notre messagerie que malheureusement, les mails importants de ce type-là se perdent aussi parmi des mails de publicité, donc c'est un peu difficile. On s'est aperçu que c'était quand même beaucoup plus simple d'aller donner un suivi très propre sur le site internet directement, donc dans l'espace perso du client, pour qu'il puisse s'y retrouver et puis du coup suivre correctement et se rendre compte qu'il avait plusieurs Donc ouais, on colis. revient encore sur En fait, cette idée il faut se mettre à la place du client et se dire c'est pas forcément le média qui compte, mais quelle est la demande du client, quel est son besoin et comment il fonctionne. C'est ça. Oui, si vous dites à beaucoup de vos clients, mais vous n'avez pas lu le mail que vous avez reçu, c'est un problème. Il doit y avoir quelque chose ou vous n'avez pas compris, c'est pourtant expliqué dans notre FAQ, ou c'est en page 2 du site, etc. C'est probablement qu'il y a un problème quelque part. D'accord. Donc, du coup, il faut aller regarder pourquoi. Quand est-ce la vraie question souvent, c'est mais quand est-ce qu'il se pose la question, où est-ce qu'il est, ou qu'est-ce qu'il va faire comme première action? Et en général, on s'aperçoit que la première action qu'il fait n'est pas du tout d'aller ouvrir sa boîte mail pour lire un mail, en ce qui concerne le cas des colis, par exemple. D'accord. Alors, on parlait aussi tout à l'heure des collaborateurs avec l'effort client. Donc, en fait, vous disiez que vous aviez aussi fait des petites évolutions. Par exemple, lorsque vous demandez aux conseillers de savoir un petit peu comment ça se passait avec l'utilisation des tableaux de bord, des wallboards, hein, c'est ça, qui permet de voir comment ça se passe la Oui. journée, pour être plus serein, en fait, pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Pour savoir si c'est eux ou si c'est pas eux qui Oui. ont un bon traitement, hein, c'est ça. C'est ça. Alors là, ce que vous voyez, c'est effectivement pour les mails. Alors ça, c'est la contrepartie. C'est la contrepartie de la simplification du parcours client. Si vous simplifiez le parcours client et que vous ne mettez rien en face, vous avez une chance de complexifier le parcours du conseiller. Du coup, de le stresser, de ne pas apporter la bonne réponse au client, ce qui est aussi un problème. Il ne faut pas oublier, à chaque fois qu'on essaye de simplifier la partie client, d'aller voir si côté conseiller, on n'ajoute pas quelque chose de plus complexe. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est ça. Les mails, quand on reçoit un mail d'un client, potentiellement, il ne nous a pas mis son numéro de commande, qui est en plus un numéro assez long chez nous. Voire il va nous parler de quelque chose qui est pas très clair si on n'a pas la commande sous le nez. C'est pareil, si on s'aperçoit que les conseillers demandent régulièrement aux clients en réponse, mais quel est votre numéro de commande? Il y a probablement un problème. Et là, en fait, dans l'outil mail, on va essayer de récupérer le client. En plus, on a l'avantage d'avoir pas mal de bases de données, donc du coup, on sait identifier nos clients d'une manière ou d'une autre. Et là, en l'occurrence, en utilisant l'adresse mail et en allant regarder sur notre base client, on est capable du coup d'afficher au conseiller quel est le nom, le prénom du client de façon
enfin, la base, je dirais, mais on a aussi le code client et bientôt nous aurons le numéro de commande ou le numéro de retour pour que le conseiller ait accès à tout, y compris au contenu de la commande, au contenu du retour, etc., etc. Mais c'est effectivement, c'est une chose qui est très importante de se préoccuper de ça. Et la deuxième partie qui est pas sur la capture, c'était effectivement les indicateurs. Les conseillers sont plus sereins s'ils savent où ils en sont dans leur journée. Donc du coup, de leur dire, voilà, en temps réel, cumulatif depuis le début de la journée, vous avez pris tant d'appels. Effectivement, le taux de décroché est à 85, mais regardez, en fait, déjà d'une, il est 14h, on a toute la fin d'après-midi pour récupérer, et en fait, on sort de la pause de midi où on sait qu'on est en sous-effectif. Les pertes sont à cet endroit-là. Donc vous inquiétez pas, cet après-midi, ça va aller mieux. C'est très, très important. D'accord. Alors, ce que je propose, c'est que on a un petit espace networking qui sera disponible tout à l'heure. Donc, pour Mathéo et moi-même, nous serons disponibles à peu près une petite dizaine de minutes. Juste après, vous cliquerez sur le bouton networking et on sera dans une salle privée où on peut accueillir une vingtaine de personnes et vous pourrez nous poser vos questions et on pourra aborder, par exemple, l'aspect avis client qu'on n'aura pas le temps malheureusement parce qu'il nous reste 3-4 minutes là. On pourra parler des avis clients et de l'importance de les exploiter avec les avis cachés ou même la nouvelle gestion de la norme NF Z 74701 et puis tout ce qui est maintenant les outils de modération. Donc ça, si vous êtes intéressé par ce sujet, dites-le nous, on sera un plaisir d'y répondre, enfin surtout Mathéo. Mais ce qu'il fallait retenir là, c'est, et Mathéo vous l'avez dit bien justement, il faut mettre en place une démarche test and learn, véritablement tester des choses, se mettre à la place du client et écouter les feedbacks et faire évoluer ses outils pour tout simplement profiter des dernières innovations comme vous l'avez fait. Donc si vous retenir c'est ça, le plan d'action, c'est lancer une enquête auprès de ses clients pour savoir un petit peu comment ça se passe, identifier les points noirs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si des clients ne comprennent pas, s'il faut répéter, etc., c'est qu'il y a des choses simples peut-être à mettre en place, identifier les chantiers importants, mettre en place une démarche interne et accorder du temps et du budget là-dessus, et exploiter au maximum les outils existants et éventuellement les faire évoluer si nécessaire. Alors on a peut-être le temps de prendre deux questions hyper rapides. Alors, on va donc voilà, donc en fait on va prendre une petite question rapidement. Je sais pas s'il y en a, s'il y a une petite question, n'hésitez pas à les poser, on se fera un plaisir d'y répondre. Je crois qu'il n'y en avait pas encore. Alors s'il y en a une, n'hésitez pas, vous pouvez la poser par le chat ou par le système de questions-réponses. Il nous reste 2 minutes, même pas. Donc on aura tenu à peu près le timing sans les questions, mais s'il y en a une, on est à votre disposition. Et donc après, en haut de votre écran, vous avez networking. Et là, on sera capable de répondre à vos questions. Ah, c'est une petite question. Bonjour, une question pour matériel.net. Est-ce que vous faites des enquêtes sur l'effort client, par exemple le CES, Customer Effort Score? Non. La seule enquête directe que l'on fait maintenant, c'est suite à l'appel du client, on est capable de noter l'appel pour savoir ce qu'il a pensé du conseiller et on s'aperçoit que le client note bien plus que le conseiller. C'est aussi le cas d'ailleurs des avis Trustpilot. En fait, on a déjà suffisamment d'endroits où on récupère ces informations-là pour l'instant pour pas aller chercher plus loin, pour être tout à fait honnête. D'accord. Donc on ne fait pas d'enquête spécifique pour ça à l'heure actuelle. On en a fait par le passé, mais finalement on s'aperçoit qu'on a à peu près les mêmes réponses par les autres canaux actuels des clients. Alors on va peut-être essayer de prendre une dernière question et puis après on va libérer pour le prochain webinaire. Est-ce qu'il y aurait une petite question qui arriverait? Donc il y avait Simon là qui nous avait posé cette question sur le CES. Juste pour information, donc chez Eloquent, certains de nos clients le font à le CES ou même utilisent notre solution d'enquête de satisfaction pour faire une enquête web. C'est-à-dire qu'il y a une petite pop-up qui s'ouvre sur le site internet pour dire comment vous avez trouvé la navigation, etc., etc. Donc on peut mettre ça en place. Et d'ailleurs, chez un gros opérateur de téléphonie français, vous le verrez très bientôt en place avec une techno Eloquent derrière. Donc vous avez de fortes chances d'avoir des petites pop-up comme ça très prochainement. Alors, il y a juste Edouard, qui est notre cher organisateur, qui nous a dit qu'en fait, que dans l'espace networking, il y a donc cette fameuse table ronde Eloquent où on peut se retrouver ensemble. Et là, en fait, vous aurez la parole, vous pourrez poser une question en live avec votre micro. Et donc, Mathéo et moi, on sera à votre disposition.
Donc, il est 14h56. Si vous voulez échanger ensemble, c'est avec plaisir. On se retrouve dans 2 minutes, le temps de cliquer sur le bouton. Mathéo, est-ce que vous voudriez dire quelques mots avant de nous quitter? Si vous avez besoin d'un ordinateur, pensez à matériel.net. Oui, c'est ça, pensez à matériel.net. Non, vraiment, ce qui est important, je pense, c'est aussi de se dire qu'on a le droit à l'erreur. C'est pas forcément facile de se dire ça et de l'accepter, mais on est beaucoup moins paralysé quand on se dit ça. Merci pour ce petit mot-là. Donc, test and learn, essayez et n'ayez pas, ayez le droit à l'erreur, n'ayez pas peur d'essayer. Alors, à tout de suite. Donc, Mathéo, on se retrouve dans l'espace networking. Merci, Edouard. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à tous les personnes. Merci, Mathéo. Merci, Frédéric. Je vous donne tout de suite rendez-vous pour la prochaine conférence avec Twilio. Pour y accéder, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton disponible dans l'onglet Interactivité. À très bientôt.